Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur les parcours de deux ex-musulmans français, Majidou Kacha et Shana Sparkle. On se base sur une conversation YouTube où ils racontent un peu leurs expériences personnelles, Oui, des expériences assez fortes. très fortes. Notre but, c'est de décrypter un peu leur vécu, cette navigation, bon, parfois compliquée, entre une culture familiale marquée par l'islam et puis la société française, occidentale. Et surtout de comprendre les raisons profondes qui les ont amenés à quitter l'islam. C'est une plongée, oui, dans les complexités de la double culture et puis du cheminement personnel face à la foi héritée. Exactement. C'est une conversation qui est riche et qui ouvre une fenêtre sur comment l'identité se construit dans ce contexte multiculturel. On va regarder un peu comment l'environnement, l'éducation, les rencontres aussi peuvent façonner le rapport à la religion. Oui, surtout quand il y a deux systèmes de valeurs qui coexistent et qui parfois entrent en friction, quoi. Majidou Kacha, il utilise une image, je trouve, assez parlante. Il dit avoir eu l'impression d'être le cul entre deux chaises. C'est parlant. Commençons peut-être par Shana. Elle décrit une enfance qu'elle appelle musulmane modérée, voire occidentalisée. D'accord. Pour elle, l'islam, c'était plus une identité culturelle, transmise par des parents qui étaient eux-mêmes pas très pratiquants. Il n'y avait pas d'imposition de la prière, pas de voile, mais bon, on respectait le ramadan, l'Aïd, les traditions, quoi. Le côté culturel, social, C'est ça. Le déclic, pour elle, ça arrive au collège. au contact d'autres jeunes, j'imagine. Exactement. Elle rencontre des amies qui sont, elles, plus pratiquantes, qui prient, qui portent le voile assez jeunes. Et là, elle commence à se poser des questions sur sa propre pratique, ou plutôt son absence de pratique. Ah oui, C'est là qu'elle découvre des aspects de la religion qui n'étaient pas du tout présents chez elle. Le jugement dernier, l'Apocalypse, des choses comme ça. on touche là, je crois, à une distinction importante. L'islam comme héritage culturel, presque passif, et puis l'islam comme un ensemble de doctrines, de pratiques, qui structurent vraiment le quotidien, la vision du monde. C'est ça. Et la confrontation avec des pairs, plus investis dans la religion, ça agit souvent comme un miroir en fait. Ça force à prendre conscience, à s'interroger. Et moi, où je me situe par rapport à ça, par rapport à cette norme du groupe? Tout à fait. Le parcours de Majid, lui, est assez différent sur ce point précis. Il est envoyé à la mosquée vers 8 ans, mais il dit avoir déjà reçu une éducation parfaitement occidentale. D'accord, donc le bagage était déjà là. Oui. Dans sa famille, l'islam, ça se résumait surtout au tabou du porc, sans explication théologique derrière, apparemment. Son enfance, c'était plutôt les loisirs occidentaux, lire, les sciences, les BD, le cinéma, même construire des cabanes. Ah oui, l'enfance classique française en somme. Voilà. Et il pense que ça a développé chez lui, peut-être sans qu'il s'en rende compte, un esprit curieux, une tendance à questionner, inspiré un peu par les héros de fiction qui doutent, qui remettent en cause l'ordre établi. Et j'imagine le contraste en arrivant à l'école coranique. Oui, le choc a dû être assez brutal. Il décrit un contraste vraiment saisissant. L'austérité des lieux, des livres en noir et blanc, sans images, comparé à son école laïque, pleine de couleurs, de jeux. Rien à voir. L'ambiance à la mosquée lui semblait rudimentaire. Ça lui rappelait des images de pays pauvres ou même, dit-il, de sectes. Assis par terre, la répétition par cœur, mécanique, sans vraie pédagogie derrière. Mhm. L'accent était mis sur quoi? Sur les menaces de l'enfer, sur des rituels qu'il percevait comme des superstitions. Il cite l'exemple du Hajj, le pèlerinage. Jeter 7 cailloux sur des stèles, tourner autour de la Kaaba dans un sens précis. Ça lui paraissait ridicule, il n'arrêtait pas de demander pourquoi. Pourquoi 7? Pourquoi ce sens? La question fatidique de l'enfance face à l'autorité. Et il obtenait quoi comme réponse? Souvent, des réponses évasives, c'est comme ça, faut pas poser ce genre de questions. Ce mur face à sa curiosité, ce refus d'expliquer les choses rationnellement, ça semait les doutes très très tôt chez lui. C'est clair que cette comparaison entre les deux systèmes éducatifs, ça met en lumière un conflit. D'un côté, l'école laïque, qui valorise la curiosité, la compréhension, l'esprit critique. Et de l'autre, cet enseignement religieux perçu comme dogmatique, basé sur la mémoire, la crainte, et où le questionnement semble découragé. Oui, C'est logique que les outils qu'il a acquis à l'école laïque entrent en conflit avec cette approche. Le manque de réponse à ces pourquoi, ça a dû saper la crédibilité de tout ça à ses yeux, dès le départ. et cette tension culturelle, on la retrouve de manière très forte dans les relations hommes-femmes. C'est un point que Shana aborde beaucoup. Elle raconte qu'on lui interdisait strictement de fréquenter des garçons, même en amitié. Ah oui,
même l'amitié. Oui, et plus tard, ça s'est même étendu à certaines de ses amies filles, par peur qu'elles aient une mauvaise influence, qu'elle lui présente un garçon. Et c'était justifié comment, cette interdiction? C'était explicitement religieux? Pas au début, apparemment. On lui parlait plutôt de l'honneur de la famille, qu'une fille devait se préserver pour son mari, des notions un peu floues. D'accord. Évidemment, c'était super difficile à vivre pour elle, surtout au collège, au lycée, dans un environnement mixte comme l'école publique française. Elle décrit cette peur constante d'être vue juste à parler à un garçon. Ça l'a poussée à s'isoler, parfois même ça provoquait l'incompréhension, voire le harcèlement de camarades qui comprenaient pas pourquoi elle était si fuyante. Je comprends. Ça devait être très compliqué à gérer. C'est seulement plus tard, dit-elle, qu'elle a compris que ces interdits venaient d'interprétations de textes islamiques sur la mixité. Cette histoire d'honneur familial, c'est un poids qui pèse souvent très lourd, et surtout sur les jeunes femmes dans certaines traditions. Interdire la mixité, même amicale, ça crée une tension énorme dans une société comme la France où c'est la norme dès l'enfance. Ça mène à l'isolement, à l'incompréhension. Mhm. Et paradoxalement, comme son histoire le montre un peu, l'interdit peut aussi attiser la curiosité ou une forme de transgression. C'est assez ironique qu'en bravant cet interdit pour parler à un garçon musulman, elle va, dans un premier temps, être ramenée vers une pratique plus stricte. C'est vrai. Le vécu de Magid là-dessus est différent. Lui, grâce à l'école mixte, au discours sur l'égalité en France, et puis en observant des familles musulmanes modérées autour de lui, il dit avoir intégré très tôt une certaine normalité dans les relations hommes-femmes. Il n'avait pas ces interdits directs, effectivement. Non, apparemment pas au même degré. À l'adolescence, il remarquait que les filles musulmanes les plus rigoristes, elles, avaient tendance à s'isoler des groupes mixtes, ce qui rendait le dialogue difficile, voire impossible. Et il ajoute un truc culturel. Ils n'avaient plus grand-chose en commun. Beaucoup de musique, de films, de séries qu'ils aimaient étaient vus comme haram, interdits par ces filles. Donc, logiquement, ses affinités se sont tournées ailleurs. C'est ce qu'il explique, oui. Ses choix d'amis, ses relations amoureuses se sont naturellement portés vers des femmes avec qui il se sentait culturellement compatibles. Ça pouvait être des musulmanes très occidentalisées ou des non-musulmanes. La culture prenait le pas sur la religion commune. Voilà. Il dit qu'il rejetait l'image d'une épouse potentielle rabat-joie, austère, restrictive, une image qu'il associait à l'islam rigoriste. Il critique aussi au passage l'hypocrisie de certains hommes musulmans qui voulaient une épouse très pieuse sans l'être eux-mêmes. Un classique, malheureusement. Et surtout, il dit n'avoir jamais voulu devenir lui-même un musulman rigoriste. Il voyait chez eux une sorte d'uniformité, il utilise le mot robot, qui heurtait son goût pour la diversité, l'individualité qu'il appréciait en France. C'est intéressant. On voit comment la compatibilité culturelle, les loisirs, la vision du monde deviennent plus importants que l'appartenance religieuse pour créer des liens. C'est un signe assez fort d'acculturation, d'intégration aux normes de la société française. D'ailleurs, Chana raconte une anecdote d'enfance assez révélatrice de l'impact de certains interdits. Un garçon lui avait dit un jour qu'il ne fallait pas dessiner de personnages avec un corps entier. Ah oui, pourquoi? Apparemment, une interprétation littérale d'un interdit sur la création d'images d'êtres vivants. Du coup, elle, enfant, elle a pris l'habitude de dessiner un trait sur le cou de ses personnages, comme pour les décapiter symboliquement, pour ne pas leur donner vie, de peur de mal faire. C'est fou comme ça peut marquer. Oui. Et elle dit aussi qu'elle a encore aujourd'hui une gêne à se mettre en maillot de bain à la plage. Un héritage direct des discours sur la pudeur féminine qu'elle a entendus. L'anecdote du dessin est vraiment frappante. Ça montre de façon presque absurde comment des interdits religieux, parfois mal compris ou pris au pied de la lettre par un enfant, peuvent s'immiscer dans le quotidien et laisser des traces durables. Et cette gêne pour le maillot de bain, ça illustre bien comment certains tabous intériorisés peuvent survivre même quand la croyance a disparu. Ça devient comme un réflexe conditionné, culturel et psychologique. On en arrive maintenant au cœur du sujet. Comment ils ont quitté l'islam, l'apostasie. Leurs chemins vont diverger un temps au début de l'âge adulte, avant de se rejoindre sur cette issue. Majid, lui, il explique son départ autour de 3 raisons principales, qui ont mûri depuis l'adolescence. D'abord, des raisons morales. C'est souvent un point de friction majeur, oui. Oui, il parle de versets du Coran, de hadiths, les paroles et actes de Mahomet, qu'il trouve immoraux, violents ou contre les libertés. Il cite l'interdiction de la liberté de conscience pour les musulmans, la violence conjugale qui peut être légitimée sous condition, l'esclavage ou le mariage de Mahomet avec Aïcha qu'il juge problématique vu son âge. Ce sont des critiques qu'on entend souvent, oui, de la part d'ex-croyants ou d'observateurs, qui butent sur la compatibilité de certains textes avec la morale d'aujourd'hui. Deuxième raison pour Majid,
Des raisons qu'il appelle scientifiques. Il pointe des passages du Coran qui lui semblent être des absurdités par rapport aux connaissances actuelles. Des pierres qui tomberaient par crainte d'Allah, le soleil qui tournerait autour d'une terre plate, ou l'idée que la pensée se situe dans le cœur et pas dans le cerveau. Là aussi, c'est un point classique, la confrontation entre des textes révélés anciens et la science moderne. Une lecture littérale devient difficile à tenir pour quelqu'un formé à la rationalité scientifique. Et enfin, la troisième raison qu'il dit décisive pour lui, c'est une raison historique et logique. C'est quand il a pris conscience que l'appartenance à l'islam dans l'histoire et dans le monde est massivement liée au hasard de la naissance. C'est-à-dire, Naître dans une famille ou un pays musulman, il souligne qu'avant l'époque moderne, avant Internet et tout ça, c'était quasiment impossible pour quelqu'un né en Écosse, au Japon, au Brésil, de connaître l'islam et de s'y convertir. c'est ce qu'on appelle parfois le test de l'extérieur ou l'argument de la contingence. Si ma religion est la seule vraie, pourquoi Dieu l'a rendue si inaccessible à la plupart des gens pendant si longtemps? C'est exactement ça. Et pour Magid, cette contingence, ça remet complètement en question l'idée d'un Dieu juste qui guiderait tout le monde vers sa vérité. Si l'accès à cette vérité dépend autant du hasard, alors le jugement dernier, basé sur la foi en l'islam, et pas forcément sur les actes moraux, ça lui paraît profondément injuste, arbitraire, pas méritocratique. Son raisonnement est assez complet en fait. Il combine des critiques internes au texte, morales, scientifiques, avec cette analyse socio-historique plus large. Ce dernier point attaque directement la prétention à l'universalité et à la justice divine, en montrant le poids énorme des déterminismes socio-géographiques dans la foi. C'est un argument qui peut vraiment ébranler les fondements. Pendant ce temps-là, Shana, elle, prend le chemin inverse, au moins au début. Vers 17-18 ans, elle se rapproche de l'islam. Après cette histoire de relation interdite avec ce garçon musulman plus pratiquant, elles se sont poussées, elle parle d'un mélange de culpabilité, l'envie de lui plaire, peut-être la peur de l'enfer aussi, Mhm. à s'investir plus. Elle apprend à prier avec des tutos sur YouTube, elle lit le Coran qu'il lui a offert. Elle dit qu'à ce moment-là, elle était fière de devenir une bonne musulmane. Ce type de retour ou de renforcement de la foi à l'adolescence ou chez les jeunes adultes, ce n'est pas si rare. Ça peut être déclenché par une rencontre, une crise personnelle, une recherche de sens, de repères. La religion offre alors un cadre, une communauté, des réponses. Et même après avoir rompu avec ce garçon, elle continue sur cette lancée. Elle semble idéaliser une future vie de famille, pieuse. Elle va même jusqu'à penser à porter le voile, et elle le porte un peu. Ouais. Oui, elle dit qu'elle était influencée par son environnement de l'époque, un centre de formation avec beaucoup de musulmans pratiquants, et peut-être aussi l'espoir inconscient que ça attirait un bon mari. Mais c'est sa mère, pourtant musulmane modérée, qui va la freiner. Ah, d'accord. Comment ça? Elle lui conseille d'attendre, de ne pas se précipiter pour le voile. La réaction de la mère est très intéressante. Elle incarne sans doute cette ambivalence de beaucoup de parents immigrés ou issus de l'immigration en Occident. D'un côté, le respect de la tradition, et de l'autre, la conscience des réalités en France, le désir d'intégration, et peut-être une forme de modernité personnelle qui voit le voile comme un obstacle potentiel, socialement. C'est un mélange de pragmatisme et de complexité culturelle. Alors, qu'est-ce qui fait basculer Shana finalement? C'est assez paradoxal, hein? C'est en voulant approfondir sa connaissance des textes, elle lit des livres sur Mahomet, sur Aïcha, mais le vrai tournant, ça semble être quand elle explore des forums de discussion musulmans en ligne, comme Biladi. Internet, encore une fois, qui ouvre des portes. Exactement. Là, elle tombe sur des débats très vifs, parfois violents, entre sunnites, le courant majoritaire, et coranistes. Eux, c'est un courant minoritaire qui rejette les hadiths et ne reconnaît que le Coran. D'accord. Elle découvre les divisions internes. Oui, et ces débats l'exposent à des hadiths qu'elle trouve problématiques, surtout celui sur l'âge d'Aïcha à son mariage. Ça la travaille. Elle veut savoir qui a raison. Du coup, elle s'intéresse au coranisme. L'algorithme de TikTok capte ça et lui propose de plus en plus de contenu coraniste. L'algorithme qui façonne le cheminement intellectuel. Un peu, oui. Sa première étape, c'est donc de rejeter tous les hadiths. Elle ne veut plus se fier qu'au Coran. Mais là, surprise. Même en se concentrant uniquement sur le Coran, elle tombe sur des versets qui heurtent ses valeurs, celles qu'elle a acquises en vivant en France. Quel type de verset, par exemple? Les croyants, les mécréants. Mais surtout, ce qui la choque le plus, ce sont des versets sur le statut de la femme. Ah, Elle évoque l'idée d'une déficience intellectuelle et religieuse. Bon, c'est plus clair dans certains hadiths, mais elle sent cet esprit dans certains versets coraniques, et surtout les versets qui parlent de l'autorité du mari sur l'épouse.
allant jusqu'à mentionner un droit de correction physique de frapper en cas de soupçon de désobéissance de nushuz. Et là, pour elle, c'est la rupture. La confrontation directe avec le texte source, même sans les hadiths, crée une dissonance cognitive trop forte. C'est ça. Elle réalise qu'il y a une incompatibilité totale, selon elle, entre ses textes et sa vie de femme libre, respectée, épanouie en France. Ce livre du 7e siècle lui paraît implicable, voire insultant pour elle, femme du 21e siècle. Donc le rejet devient complet. D'abord un rejet officieux des hadiths, et puis un rejet officiel de l'islam début 2024. Son parcours est fascinant. Il montre comment une recherche de connaissances, de vérité, au sein même de la religion, facilitée par les outils modernes comme Internet, peut paradoxalement mener à l'abandon de cette religion. La confrontation entre les textes, même le Coran seul, et les valeurs vécues dans un environnement séculier, égalitaire, devient le déclencheur final. Ce qui nous amène à la conclusion et au rôle qu'a joué leur intégration en France. C'est un point sur lequel ils insistent tous les deux. Pour Magid, le fait d'avoir toujours eu des relations normales, tranquilles, avec les non-musulmans, ça a levé une barrière psychologique au moment de partir. Il n'y avait pas cette peur de devenir l'autre, celui que certains discours religieux apprennent à rejeter. Oui, ça facilite le passage. Il insiste sur ce qu'il voit comme une incompatibilité fondamentale entre les valeurs occidentales qu'il aime, les libertés, le style de vie, et un islam rigoriste qui les condamnerait. Il remarque aussi, avec ironie, que les pays musulmans où il fait le mieux vivre sont souvent ceux qui appliquent le moins la charia. C'est une forme de validation par l'expérience, en quelque sorte. Le modèle séculier lui semble plus attirant, plus fonctionnel. Et pour Chana, c'est l'éducation française qui a été clé. Elle lui a appris, dit-elle, le droit au doute, à la critique, à ne pas tout accepter sans se poser de questions. Et c'est le contraste violent entre ses droits, son respect, son autonomie en tant que femme en France et le statut d'infériorité, de soumission que les textes islamiques lui assignent, selon elle, qui a été décisif. Elle souligne aussi ce manque dans son éducation initiale. On ne lui a jamais dit que l'amitié homme-femme, c'était possible, normal, sain. Seulement que c'était un danger pour son honneur. Leur parcours, bien que différent, ils convergent vraiment sur ce point essentiel. Une intégration réussie dans une société démocratique, séculière, basée sur les droits de l'individu, l'égalité homme-femme, ça fournit un référentiel très puissant pour évaluer les dogmes religieux hérités. C'est ça. L'expérience de tous les jours, la liberté, l'égalité, la pensée critique, ça devient une norme implicite. Et c'est à la lumière de cette norme, façonnée par leur environnement français, que les règles d'une religion née dans un contexte si différent sont examinées et, dans leur cas, jugées incompatibles et rejetées. Ces témoignages, ils montrent donc de façon très concrète comment jongler entre deux cultures, comment l'accès à l'info, à la pensée critique, que ce soit par l'école ou par Internet, et puis la confrontation personnelle, intime, des textes sacrés avec sa propre expérience, ses valeurs humanistes, ça peut mener à une remise en question radicale de la foi héritée. Un cheminement personnel qui est souvent complexe et qui demande, c'est sûr, une forme de courage. Absolument. Et au-delà de ces deux histoires personnelles, cette conversation pose une question de fond qui nous concerne tous, je pense, à l'heure de la mondialisation, du pluralisme. Comment les individus aujourd'hui gèrent ou choisissent de ne pas gérer cette tension entre leur conscience, leur vécu et des traditions religieuses qui viennent d'un autre temps, d'un autre monde? Oui, c'est une vraie question. Jusqu'à quel point notre environnement actuel, avec ses valeurs, ses flux d'infos, ses modèles, ne façonne-t-il pas seulement le choix de croire ou pas, mais aussi la manière même dont on interprète, on vit, on adapte ou on quitte une religion? C'est une question ouverte, une dynamique très complexe qui est en train de se jouer là, sous nos yeux.